Mesdames, Messieurs, bonjour. Dimanche 24 janvier 2021, nous recevons dans cette émission le jury du dimanche, Cheikh Tidiane Dièye, jury du dimanche, iRadio, la première radiovision du Sénégal et ITV, mais aussi le site immedia.sn. Cheikh Tidiane Dièye, bonjour. Bonjour Mamadou Ibra Kane. Vous êtes le coordonnateur national de la plateforme Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg. Vous êtes directeur exécutif du Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, CACID, sociologue de formation et docteur en études du développement. Vous êtes également consultant international, directeur de cours, enseignant et conférencier dans de nombreuses universités au Sénégal et dans le monde. Ce livre que j'ai sous les yeux, La corruption bureaucratique au Sénégal, publié en 2018 aux éditions L'Harmattan, est plus que d'actualité. Au regard des sujets de l'heure, son intitulé La corruption bureaucratique au Sénégal, trajectoire, ressort et représentation au pluriel populaire. Nous parlerons justement des questions de gouvernance des ressources publiques et naturelles, de la pandémie de Covid-19 avec les dernières modifications législatives et l'attente d'un médecin, d'un vaccin, d'un médecin et d'un vaccin, les deux. Les fonds destinés à la lutte contre la migration irrégulière et l'arrestation du président de Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye. Et au plan politique, nous évoquerons les questions liées à l'audit du fichier électoral et au calendrier électoral. La première question, avant tout, cher Tidiane Dièye, vous êtes enseignant. On va parler de cette affaire Diary Sow, du nom de la meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, Miss Science en 2017, qui était recherchée pour disparition inquiétante. Elle est bien vivante. Elle explique dans un message envoyé à son parrain, le ministre Serigne Mbaye Thiam, qu'elle est partie volontairement du lycée Louis le Grand à Paris et qu'elle a besoin de ce retrait, ce repli, ce répit salvateur pour reprendre ses esprits. Quelle réflexion vous inspire cette affaire dite Diary Sow? Merci beaucoup Mamoudou. Vous me permettrez de vous remercier pour votre invitation à ce jury du dimanche. Je me soumets au jugement du jury avec plaisir, en espérant qu'il sera indulgent à mon égard. Ce que vous évoquez, ce premier sujet effectivement d'actualité aussi, est très préoccupant pour tout le monde, qui nous a tenus en haleine pendant quelques semaines. Et je crois que le point de fond qu'il faudrait mettre en avant aujourd'hui, c'est de se réjouir tout d'abord, qu'on l'ait retrouvé quelque part, qu'on ne l'ait pas vu physiquement, mais qu'elle ait donné signe de vie. Et pour moi, la chose la plus importante, puisque nous étions presque tous perturbés d'une manière ou d'une autre par sa disparition soudaine. Et nous nous félicitons, nous prions, rendons grâce à Dieu qu'elle soit saine et sauve. Maintenant, on peut toujours spéculer sur les raisons qui l'ont poussée à partir. Elle en a donné quelques bribes dans son message à son parrain. Mais je voudrais simplement inviter tous nos compatriotes, quand bien même nous nous étions tous mobilisés, surtout ceux qui étaient en France, les étudiants, l'État aussi a beaucoup fait, pour la retrouver, ce qui était relevé de la responsabilité de chacun dans cette communauté nationale. Lorsque quelqu'un est en difficulté, qu'il soit le plus important du Sénégal, meilleur élève ou un citoyen lambda, on devrait avoir la même réaction de se mobiliser pour retrouver et aider. Maintenant, bénéficie d'une bourse d'excellence de l'État du Sénégal pour poursuivre ses études, notamment en ingénierie. C'est un investissement. C'est un investissement de l'ensemble de la communauté nationale qui est fait sur elle, mais sur beaucoup d'autres aussi Sénégalais qu'il faut continuer à suivre pour que leur donner les moyens, l'envie et l'engagement nécessaires pour revenir après leurs études, servir leur pays. Maintenant qu'elle a donné signe de vie, nous devrions être indulgents tous, parce que j'ai vu dans la presse quelques commentaires relativement désagréables, qu'on peut comprendre, mais dans le fond, ce qui est en cause, en question, c'est que c'est en toute responsabilité qu'elle a posé son acte, ça la concerne, c'est sa vie privée, et nous pouvons, chacun d'entre nous, à un moment donné de notre vie, traverser des mauvaises passes, être en difficulté avec nous-mêmes. Elle a peut-être eu besoin de se retirer un tout petit peu, de réfléchir et de se retrouver elle. Et puis au niveau purement familial, cette fois-ci, peut-être aider
à sa maman, sa pauvre maman aussi, de reprendre contact avec sa fille. C'est également important, aussi bien pour elle que pour également sa famille. Pour sa famille, pour son entourage, sa communauté, son village, etc. En fait, tous ses proches ont besoin de ce soutien. Et puis je pense qu'il faut, en jetant de l'huile sur le feu, en critiquant trop sans comprendre les paramètres qui ont entouré son acte, on risque de la braquer davantage. Parce que, comme je l'ai dit, elle est toute jeune. Et sentir aujourd'hui le poids du jugement de tout le pays, le regard de l'autre, déjà c'est lourd dans notre société. Mais quand toute la communauté internationale s'y mêle également, parce qu'on a vu que partout dans le monde on en a parlé, parce que voilà, on en a fait une affaire d'État. Et c'est, comme vous dites, la famille a besoin d'un appui, il faut un soutien psychologique à sa maman. Je crois qu'elle est assez soulagée. Pour elle, le plus important, c'est de retrouver sa fille. Je crois qu'il faut aller dans ce sens et tourner rapidement cette page et lui laisser les moyens, le temps de continuer son chemin. Et je précise qu'il faut la laisser poursuivre, choisir son propre chemin et se mettre sur le chemin qu'elle s'est choisi. Il ne faut pas qu'on lui fasse porter nos propres projets, nos visions et nos rêves à nous, à notre communauté. C'est à elle de se choisir son propre rêve. Cheikh Tidiane Dièye, donc coordonnateur de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg et l'invité de ce jury du dimanche. Nous allons parler de la pandémie de Covid-19. Cette semaine encore, elle a tué, elle continue de tuer l'ancien maire de Saint-Louis, Abdoulaye Diaw Chimère, une figure emblématique du mouridisme, Atou Diagne de Hizb ut-Tarqiyyah, mais aussi dans le monde de la lutte avec l'ancien lutteur Boy Bambara. Aujourd'hui, on est à plus de 500 morts et presque près de 600 morts, avec beaucoup de malades qui sont en traitement dans des cas extrêmement sérieux, puisque en réanimation. Comment considérez-vous de manière générale la gestion de cette pandémie par le Sénégal? Oui, Mamoudou, ce que vous évoquez sur le nombre de morts qui va crescendo, je crois que c'est un marqueur important non seulement de la façon dont la crise a été gérée, mais également ce qui nous attend. Je crois qu'il faut qu'on analyse et qu'on puisse faire cette lecture sur cette trajectoire longue. La première phase est la façon dont elle a été gérée, et cette deuxième phase est son évolution, sa croissance presque exponentielle. Nous sommes presque tous aujourd'hui au Sénégal, directement ou indirectement touchés par la pandémie, parce que nous connaissons quelqu'un qui connaît une personne qui a été touchée par la Covid et qui finalement l'a emporté. Et à ce moment, là où il faut plus mettre l'accent, c'est sur la façon de gérer ce qui est devant nous et d'éviter que cette propagation exponentielle n'explose finalement et n'échappe et qu'elle soit totalement sous contrôle. Jusqu'au moment où nous parlons, c'est vrai, elle est complexe et difficile, mais elle reste encore dans certaines lignes gérables. Une fois qu'elle aura dépassé, et j'ai entendu récemment les spécialistes du domaine sanitaire le dire, on pourrait se retrouver facilement dans tout ce qu'on avait entendu mais qui n'avait pas été réalisé sur l'hécatombe ou les difficultés que la Covid pourrait causer en Afrique. Il se pourrait que cela arrive dans cette deuxième vague si nous ne posons pas les bons actes et nous ne prenons pas les bonnes décisions. Maintenant, dans ce cadre, on pourrait comprendre le nouveau régime législatif, juridique au sujet de l'état d'urgence. Aujourd'hui, avec la modification de la loi 69-29 du 29 avril 1969, des mesures de restriction peuvent être prises sans passer par l'état d'urgence. Est-ce que cela fait partie de ce dispositif dont vous parlez, ou vous avez plutôt des réserves? J'ai des réserves par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'on a utilisé un moyen qui n'est pas adapté, qui n'est pas approprié par rapport au problème. Le problème, il est réel, il est grave. La dimension technique du problème, qui est un peu tous les mécanismes, les actions qu'on devrait mobiliser autour de la dimension thérapeutique, sanitaire, les spécialistes, les moyens à mobiliser et tout ce qu'il fait pour soigner les malades, là, il faut mettre vraiment l'accent là-dessus. Tout ce qu'il faut faire en matière de sensibilisation du public, en matière de comportement gouvernemental, il faut augmenter le travail, parce qu'effectivement, s'il faut apprendre de la première vague, on peut rapidement se rendre compte que les actes appropriés qui devaient être posés, notamment par le gouvernement, ne l'avaient pas été du point de vue de la stratégie de prise en charge, du pilotage et de l'orientation du gouvernement dans la prise en charge. Je ne parle pas de la dimension technique. Au plan technique,
les spécialistes de la santé, les médecins sénégalais ont été très bons et il faut reconnaître et féliciter nos spécialistes pour avoir très rapidement choisi un protocole thérapeutique qui a fonctionné. Au moment où il y a eu un débat sur l'azithromycine et la chloroquine, est-ce que ça a fonctionné ou pas, nos spécialistes ont fait leur choix souverain, rapidement, et ont pris en charge nos malades. Là où le bas a blessé, là où il y a eu un vrai problème dans la première vague, c'est au niveau de la sensibilisation et de la prise en charge dans la communication gouvernementale. Il y a eu énormément d'avancées et de reculades, de brouillage dans les messages du gouvernement. Et vous avez vu, lorsque malheureusement les taux de contamination ont commencé à baisser, on a tout de suite pensé au niveau du gouvernement que c'était terminé et on s'est presque relâché. Souvenez-vous, Mamoudou, quand le président a fait un appel aux acteurs sénégalais, à la société civile, aux partis de l'opposition, tout le monde est allé le rencontrer pour se mobiliser derrière lui comme un chef de guerre. Le pays était prêt. En ce moment-là, les règles étaient relativement bien respectées, y compris le port du masque, y compris, à part quelques velléités de jeunes dans les quartiers qui ont résisté ici et là, le couvre-feu avait été bien compris au départ. Mais lorsqu'on a vu le gouvernement reculer lui-même, commencer à faire toutes les choses qu'elle avait interdites aux Sénégalais de faire, aller à des inaugurations qui pouvaient ne pas avoir lieu, aller à des rassemblements. Ce sont les autorités gouvernementales qui étaient presque pas à toutes les cérémonies funéraires, etc., etc. On les a vus eux-mêmes, alors qu'ils devaient, eux, quoi qu'il se passe, quels que soient les ajustements et les choses, rester cramponnés à leur vision et dire aux Sénégalais, tant qu'il y a un virus dans le pays, la maladie n'est pas terminée. Vous pensez que le gouvernement a une part de responsabilité Absolument. Dans l'explosion dans la perception que l'opinion, le public, les citoyens ont de la maladie. Parce qu'ils ne sont pas restés sur une rigueur ferme tout au long de la chaîne et de la trajectoire. À un moment donné, ils ont lâché du lest. Et aujourd'hui... Oui, d'où justement peut-être les mesures de restriction d'aujourd'hui. Mais les mesures Cet état de catastrophe sanitaire, on est dans une période d'état d'urgence sanitaire, si on peut le dire comme ça. Est-ce que ce n'est pas aussi des mesures qu'il fallait prendre? Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les mesures sanitaires en matière de couvre-feu, d'état d'urgence et du reste dans la première phase ont été évaluées pour qu'on ait pu voir de la manière la plus précise possible quels ont été les impacts concrets de ces mesures sur la gestion de la crise dans la première phase. Cette évaluation n'a pas véritablement été faite. Et si elle a été faite, probablement qu'elle est faite, mais ça nous pose, si ça a été le cas, ça pose alors là un problème d'information et de communication gouvernementale, puisque l'opinion publique aurait dû être informée de ce qui a été fait bien ou pas bien, elle aurait été plus préparée à d'autres mesures dans la seconde phase. Ça n'a pas été fait. Deuxième élément sur cet aspect lié aux mesures gouvernementales, notamment les mesures restrictives, c'est que lorsqu'on prend des mesures pour restreindre les libertés publiques dans le cadre d'une crise sanitaire et qu'on le fait au moment où on le fait d'une façon qui amène l'opinion à se dire est-ce qu'ils le font finalement pour la crise ou ils le font pour des raisons politiques ou autres, ça brouille encore plus le message. Parce que je disais tout à l'heure que c'est une réponse à un problème, une réponse inappropriée à un problème concret. Est-ce qu'on a eu besoin, si on considère le point de vue de la plupart des juristes qui se sont exprimés sur cette question, si le président de la République, par la loi de 69, le processus qu'il a eu de pouvoir prendre des décisions, mais en laissant à l'Assemblée nationale ses prérogatives, parce que je ne pense pas que le fait de prendre le pouvoir de l'Assemblée nationale, de ce qui lui restait de pouvoir d'ailleurs, et de se l'adjuger, permet au président de faire plus que ce qu'il faisait déjà. Parce que quand il dit, lui, la Constitution est un peu lourde, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas au président de la République. La Constitution, c'est l'outil du peuple sénégalais. Le peuple est le seul chef de la Constitution. Alors dire que c'est lourd, donc je fais une approche, une action qui va me permettre, moi, président, de renforcer mes pouvoirs et de me passer de l'Assemblée nationale, ça amène beaucoup de Sénégalais à se demander est-ce qu'il le fait pour gérer la crise ou il le fait pour autre chose. Il le fait pourquoi? Mais il le fait évidemment, c'est mon point de vue, pour des raisons politiques. Je le pense parce que n'oubliez pas que dans la gestion de la crise, il y a ces différentes dimensions qui s'emboîtent. Et malheureusement, ce qu'on voit dans le monde, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des phénomènes exceptionnels, le monde rentre en crise, vous voyez deux types de leaders émerger. Des leaders prospectifs, visionnaires, qui savent anticiper et transformer, qui se positionnent pour saisir les opportunités qu'offre la crise, parce que toute crise a des
des désavantages, des problèmes, évidemment, c'est pour ça qu'elle est une crise, mais elle ouvre aussi des champs d'opportunités. Vous voyez certains qui se positionnent pour tirer les opportunités et se projeter, mais vous voyez d'autres malheureusement, et c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver ici, qui en profitent en disant les esprits sont suffisamment malléables, on peut faire passer tout ce qu'on veut, en profiter pour faire changer les lois, se donner plus de pouvoir, affaiblir d'autres pouvoirs de contrôle comme l'Assemblée et autres. Et c'est ça qui crée un biais dans la perception, dans l'opinion. Et lorsqu'on enlève et on réduit cette confiance que l'opinion a vis-à-vis des actes posés par le pouvoir, par le président de la République, elle aura tendance, cette opinion, à projeter cela sur tous les autres actes. Vous leur demanderez de porter le masque, s'il n'y a pas le gendarme ou le policier, les gens n'auront pas tendance à le faire. Vous leur demanderez de respecter le couvre-feu, ce sera de très mauvais cœur qu'ils le feraient. Ils ne le feraient pas de bon cœur. Ils le feraient sous la contrainte. Est-ce que ce n'est pas quand même des décisions à prendre? Quand on voit autour de nous, il y en a même qui commencent le couvre-feu à 18h. Je ne remets pas en cause le couvre-feu. Vous êtes favorable au couvre-feu? Je ne remets pas en cause le couvre-feu ni l'état d'urgence. Okay. C'est la modalité, le procédé. Oui. La loi qui existait lui permettait, ça a été le cas dans la première phase, de décréter tout ce qu'il avait envie de faire, avec une Assemblée nationale qui continuait de jouer ce rôle. Je suis en train de dire qu'il n'avait pas besoin d'aller prendre les pouvoirs de l'Assemblée nationale pour renforcer ses propres pouvoirs. Parce que dans une crise comme ça, il ne faut pas compartimenter, il faut avoir une vision holistique. Sauf que si on a bien compris dans ces mesures de restriction, avec cette période de catastrophe sanitaire, ce n'est pas seulement le président qui s'arroge les pouvoirs, mais il y a même une décentralisation, une déconcentration des pouvoirs. Mais tous ces jusqu'au ministre, jusqu'au gouverneur, jusqu'au préfet. Et ce n'est pas une bonne approche aussi pour gérer une crise sanitaire de cette nature? Mais ce que je suis en train simplement de vous dire, c'est que cela avait été possible avec la loi qui existait déjà. On n'avait pas besoin de faire ces modifications. On n'avait pas besoin de modifications pour faire ça. Lorsque dans la loi, on vous dit on peut décréter l'état d'urgence justement quand il y a des urgences et des crises et des autres. Dans le terme urgence, vous avez à peu près ce que vous voulez faire. C'est pour ça que je vous dis, il l'a fait dans la première phase. Maintenant, si l'Assemblée nationale, qui doit aussi assumer ses responsabilités, s'il y a urgence et qu'il faut qu'elle réagisse dans un délai record, comme le fait le président, il appartient aux députés d'aller faire leur travail. Mais je ne vois dans aucun pays du monde aujourd'hui où, du fait de la crise, on a essayé d'enlever des pouvoirs d'une institution pour les donner au président de la République. Les gens n'ont pas eu besoin d'arriver à cela. C'est comme si vous prenez un marteau pour tuer une mouche. Je suis en train de vous dire simplement qu'il aurait pu continuer à faire. Les ministres, les maires et tous les responsables au niveau territorial décentralisé avaient, avec les lois qui existaient ici, tous les pouvoirs pour pouvoir faire ce qu'ils avaient à faire. On a l'impression qu'on est juste en train de restreindre davantage des libertés. Et si vous voyez ce qui s'est passé un peu avant, il est comme dans une sorte d'agenda. Un agenda qui serait quoi? Un agenda politique, évidemment, parce que tout, malheureusement, pour le président Macky Sall, tourne autour de la politique. C'est un président qui, aujourd'hui, semble être dans une logique consistant à... On le savait, la fonction présidentielle au Sénégal était déjà hypertrophiée. C'est le président qui a une sorte de prépondérance extrême vis-à-vis de tous les pouvoirs. L'Assemblée nationale n'était que sa chambre d'enregistrement. Si aujourd'hui il se positionne comme l'alpha et l'oméga des institutions, comme il a d'ailleurs eu à le dire dans son message, après le message à la nation, lorsqu'il faisait face à la presse, qu'il semblait être dans une logique de tenir tous les pouvoirs pour pouvoir déployer un agenda politique. Mais ça, malheureusement, ça va à l'encontre. Et c'est ça que je vois souvent comme contradiction dans l'approche du président. Il pose des actes pensant bien faire dans son propre agenda, mais ces mêmes actes ont souvent un effet négatif sur d'autres agendas, qu'ils soient économiques, sociaux ou autres. Cheikh Tidiane Dièye d'Avenir Sénégal bi ñu bëgg est l'invité du jury du dimanche iRadio ITV imedia.sn. L'attente, la longue attente du vaccin. Avez-vous une idée de comment le gouvernement doit procéder pour une stratégie nationale de vaccination qui est déjà annoncée, efficace? Oui. Est-ce que vous avez une idée de comment les choses devraient se faire avec absolument des réticences qui se manifestent, mais le vaccin qui n'est pas encore là? Oui. Alors vous voyez, Mamoudou, les réticences ont souvent accompagné les vaccins. Et c'est pour ça qu'une approche liée à la communication, surtout au plan communautaire, est essentielle pour démarrer ce travail. On est
relativement mal parti au moment où nous nous parlons, parce qu'il y a déjà un débat qui s'est installé, qui n'est pas seulement un débat des experts, et heureusement d'ailleurs, parce qu'une affaire de vaccin ou une crise sanitaire n'est pas seulement une affaire de techniciens ou de spécialistes, c'est un élément humain, social, sociologique, etc. Et que les Sénégalais commencent à donner leur opinion et leur point de vue sur le vaccin, y compris d'ailleurs les idées les plus déplacées et autres, mais ça vous montre l'intérêt qu'ils accordent à cette dimension-là. Ça pousse tout le monde à réfléchir. Alors, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Un vaccin est une bonne chose. Je ne dis pas le vaccin Covid, mais un vaccin est une bonne chose. Puisque les vaccins ont permis de résoudre énormément de problèmes de santé publique, y compris dans nos pays où tous les enfants se font vacciner et ça n'a jamais posé de problème. Tous ceux qui vont à la Mecque se font vacciner de ceci ou cela. Et lorsqu'on a besoin aussi d'un certain nombre de choses à l'international pour voyager, on se fait vacciner. D'où l'importance de se faire vacciner le moment venu, parce qu'après, vous voulez aller à la Mecque ou voyager, on va exiger le vaccin. Et c'est à ça que je voulais arriver, pour dire qu'il faut qu'on fasse très attention. Et le gouvernement devrait anticiper. Là, il est un peu à la traîne par rapport au débat de ceux qui semblent voir d'un très mauvais œil le vaccin et qui ont pris le dessus dans la communication. Il faut que, à la fois le gouvernement, mais également tous les autres acteurs de l'opinion, ne laisse pas prospérer trop longtemps cette idée que forcément ce vaccin est négatif, parce qu'on n'en sait rien. Moi, je veux être très modeste dans cette analyse sur le vaccin. Il y a des spécialistes sénégalais qui s'y connaissent, et leur responsabilité et leur rôle, c'est aussi de venir devant l'opinion pour rassurer quand il le faut, mais avoir aussi l'honnêteté de dire la vérité quand il y a des risques. Effectivement, on a entendu beaucoup de gens dire qu'il y a beaucoup de risques. Du point de vue de la durée du vaccin, on n'a pas assez de recul. Sa composition avec l'ARN qui pourrait être mutée en ADN et intégrer le génome humain, etc., avec tous les problèmes, on en a beaucoup entendu. Il appartient aux spécialistes sénégalais du monde médical de venir nous rassurer, mais avec un message de vérité, pour que les Sénégalais se préparent à cette éventualité. Moi, je crois que si, dans le monde entier, en Chine, en Russie, aux États-Unis d'Amérique, en Europe et partout ailleurs, les gens travaillent à créer leur propre vaccin et à vacciner leur population, je ne pense pas que nous ayons plus, nous, envie de vivre qu'eux-mêmes. S'ils se font vacciner, c'est parce qu'ils comprennent qu'il y a effectivement un enjeu de santé, d'économie et autres. Donc, en notre connaissance, personne n'en est mort, en tout cas. Jusqu'à preuve du contraire, on en est là. Donc, je suis en train de se dire simplement qu'on se prépare à cette éventualité. Que lorsque les vaccins arriveront, on peut faire confiance au gouvernement, je l'espère, pour pouvoir trouver des vaccins comme ceux qui sont utilisés ailleurs dans le monde, pour qu'on ne nous donne pas des vaccins de deuxième catégorie ou autre. J'imagine que les firmes pharmaceutiques qui créent les médicaments qui sont dans nos officines pharmaceutiques et que nous utilisons tous les jours sans en mourir forcément, sont les mêmes qui font ces vaccins. J'espère que, évidemment, première chose, c'est qu'on ne peut imposer à personne un vaccin. Ça aussi, ça doit être très clair dans la communication gouvernementale. Il ne s'agit pas de dire, j'amène un vaccin, je mets l'armée et je vaccine toute la population sénégalaise. Ça n'a aucun sens dans un premier temps, ou en tout cas dans la communication. Mais amener le vaccin pour vacciner ceux qui sont les plus en première ligne, le personnel médical de santé et autres qui sont avec les malades, ils le feraient volontiers. Et c'est d'ailleurs le discours que certains d'entre eux tiennent. Les personnes vulnérables, nous avons perdu tellement de nos sages, de personnes âgées que nous aimons, de nos grands-pères et de nos grands-mères et de grandes autorités de ce pays emportées par la Covid-19. Si un vaccin peut nous permettre de protéger ceux qui restent en vie de nos personnes âgées, c'est tout bénéfice, il faut le prendre. Et ensuite, il faut laisser la liberté à ceux qui en auraient besoin. Moi, je ne pourrais d'ailleurs jamais dire que je ne me vaccinerai jamais, puisque voyageant beaucoup, il se pourrait que si les autres pays finissent de vacciner leur population, qu'ils se donnent le droit de dire tous ceux qui viendront chez nous devront se vacciner, sinon ils ne viendront pas. Vous allez vous faire vacciner. Je travaille à l'étranger, à l'international souvent, donc je ne pourrai jamais en amont dire que je ne me ferai pas vacciner en ne le basant ni sur une approche scientifique, ni sur une approche économique, ni sur autre chose. Donc, puis il y a toujours l'exemplarité aussi. Les citoyens ont tendance à suivre aussi quand ils voient. Des acteurs, c'est pourquoi certains disent qu'il faut que le président se fasse vacciner, mais pas seulement le président, tous les porteurs d'enjeux, tous les porteurs, les leaders d'opinion du pays, journalistes Mamoudou, Cheikh Tidiane et puis d'autres, je pense qu'il faudrait qu'une fois, et je le précise, que nos spécialistes de la santé finiraient de nous rassurer, parce que moi je les écouterai, et ensuite on pourra passer à l'acte dans ce sens-là. Mais il faut éviter de braquer l'opinion en disant ce sera un désastre et qu'il y aurait un complot international qui voudrait décimer la population africaine. Ça ne repose sur rien du tout. Je crois qu'il faut se dire le vaccin a des risques comme tous les autres.
voyons quels sont les risques gérables, maîtrisables, et qu'est-ce qu'il y a comme alternative au cas où il y aurait des problèmes. Mais il faut éviter que l'Afrique reste encore une fois à la traîne, puisque finalement on serait comme une sorte d'enclos. On nous laisserait la Covid-19 comme ici le paludisme et puis toutes les autres maladies qui nous tuent, et que ça ne ferait plus l'objet de priorité et personne ne ferait de recherche pour quoi que ce soit si tout le monde est guéri et que seuls les Africains tombaient malades. Et ça me permet d'ailleurs de lancer cet appel, puisque la crise nous a aussi montré notre effroyable vulnérabilité et faiblesse en matière de réflexion stratégique. Tout le monde cherche des vaccins. L'Afrique attend des vaccins. Il faudrait que nos gouvernements saisissent cette occasion pour se dire nous devrions aussi nous donner les moyens en tant qu'Afrique. L'Égypte a les capacités, le Nigeria en a, le Sénégal a beaucoup d'experts et de spécialistes. En mettant ces experts africains ensemble, avec les financements appropriés de nos États membres, on pourrait mettre en place de grands instituts de recherche qui auraient aussi l'ambition de créer des vaccins que nous testerions sur nos populations, qui seraient plus adaptés à notre écosystème et qui pourraient avoir plus d'effet sur nos populations plutôt que d'attendre seulement des dons de la Chine, de la Russie, de l'Union européenne et d'autres. Il faut aussi qu'on sorte de cette dynamique-là. Et quand on voit l'Afrique du Sud, qui est presque la première puissance africaine aujourd'hui, qui patauge dans cette pandémie. Qui patauge, effectivement. Et voilà, c'est d'ailleurs mon propos au début, lorsque je disais que la Covid-19, ce virus, devrait nous amener tous à être un peu plus humbles dans beaucoup de domaines. On ne le maîtrise pas. Les pays les plus forts s'effondrent. Et il faut donc comprendre qu'il faut tous ensemble pouvoir avoir à la fois une posture consistant à dire je suis un acteur, je suis un des responsables et je dois contribuer à la résolution de ce problème, puisqu'on sait que si ça continue encore, ne serait-ce que quelques semaines ou quelques mois, il se pourrait que des économies comme les nôtres ne puissent plus jamais se relever, avec des conséquences encore plus dramatiques sur la pauvreté, sur la vie, et puis sur l'éducation, la santé, et puis un ensemble d'autres choses. En une fraction de seconde, pour terminer sur ce chapitre pandémie, j'avais oublié cette question de Mohamedou Lamine Gueye sur Facebook. Rapidement, votre avis sur le bilan du couvre-feu durant ces 15 premiers jours? Alors, je ne sais pas s'il y a eu une évaluation, parce que je ne peux pas me fonder simplement sur ma propre opinion, n'ayant pas fait l'évaluation, mais je vois que les cas continuent malgré le couvre-feu. Il y a plus de cas malades et plus de morts depuis lors. Et donc, il faut se rendre compte de l'effet. Et c'est pourquoi je disais, malheureusement, le gouvernement n'avait pas bien évalué le couvre-feu dans la première phase. On ne sait pas s'il y a un effet direct du couvre-feu tel qu'il est déterminé sur la propagation ou sur la progression de la maladie. Je sais simplement que les gens, ils restent chez eux le soir, mais toute la journée, ils sont dehors. Et lorsqu'on regarde les rues, personne ou très peu respecte ce qu'il faut. Les gestes barrières, comme le port du masque, surtout dans les bus qui sont toujours bondés. Et un des effets du couvre-feu d'ailleurs, c'est de faire en sorte que, comme on est dans une économie très informelle, que le rush du soir pour rentrer à la maison crée souvent des bouchons dans les gares routières comme dans les bus. Et c'est aussi un espace de prédilection, de propagation du virus qu'il faut aussi prendre en compte pour voir comment ajuster les choses. On parle des écoles aussi. Il faut encore retourner à une fermeture. Je ne le pense pas à ce stade. Non, je crois qu'il faut aussi se rendre compte de ça. L'Afrique a cette particularité que le virus, si on ne prend pas les bonnes mesures et qu'on se mettait aujourd'hui, par exemple, à fermer les écoles, à faire des confinements et autres, ce qui n'est absolument pas possible dans notre contexte, mais par exemple, si on le faisait, on aurait eu des effets d'autres choses beaucoup plus graves que la Covid-19 et son nombre de morts. Donc, il faut, je pense, laisser les écoles, mais accroître les mesures sur les écoles. Très peu de parents hors de Dakar ou même dans Dakar, mais dans certains quartiers, ont les moyens de donner tous les jours des masques à leurs enfants, etc. Il faut aussi voir comment le gouvernement, mais aussi toutes les bonnes volontés, pourraient aider les écoles à avoir les masques, à essayer de respecter les distanciations et de suivre les enfants et de les accompagner. Mais profitons du mieux qu'on peut sur le fait que jusqu'ici, la virulence du virus dans d'autres contextes sociaux n'est pas la même ici dans notre contexte, et laisser un peu notre économie souffler en l'encadrant et en essayant d'anticiper un vaccin pourrait aider, augmentation des moyens du système sanitaire, de prise en charge précoce des malades, puisqu'ils nous disent que malheureusement les morts augmentent parce que les malades, beaucoup arrivent très tard à l'hôpital. Ça aussi, je crois que c'est quelque chose qu'il faudra corriger assez rapidement.
Le coronavirus tue, il faut éviter aussi que d'autres choses, ses conséquences, et que nous tuent plus. Tout simplement. Alors, le jury du dimanche, iRadio ITV, Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur national de la plateforme Avenir Sénégal bi ñu bëgg, il est aussi le directeur exécutif du Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement. Les questions de développement, de gouvernance vous intéressent beaucoup. Je parlais tout à l'heure de votre livre sur la corruption. Parlons de la gestion des fonds destinés à la lutte contre la migration irrégulière. D'abord, l'arrestation de Boubacar Seye, le président de Horizon Sans Frontières, placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles après ses déclarations sur l'utilisation par le gouvernement sénégalais, d'après lui, de 180 millions d'euros, 118 milliards de francs CFA de l'UE pour lutter contre la migration irrégulière au Sénégal. Qu'est-ce que vous inspire cette arrestation de Boubacar Seye? Je voudrais regretter cette arrestation et regretter beaucoup cette arrestation puisque elle semble traduire encore une fois un acte ou être la manifestation d'une sorte de problème de réaction épidermique de notre gouvernement vis-à-vis de problèmes de cette nature. Lorsqu'on essaye de pointer du doigt la malgouvernance caractéristique, et moi je n'ai pas seulement dit ça, comme l'a dit Boubacar Seye sur un plateau de télé ou de radio ou autre, j'ai fait tout un livre pour le dire, que la malgouvernance et la corruption sont systémiques au Sénégal et que le détournement, c'est depuis la nuit des temps dans notre pays, depuis l'indépendance, et le système est calibré comme cela. Alors, si M. Seye avait fait cette déclaration dans l'autre sens, en disant qu'un pays de l'Union européenne avait détourné de l'argent, ou même des leaders européens avaient détourné de l'argent, il n'aurait jamais été mis en prison. Il aurait été écouté probablement, on aurait trouvé des mécanismes pour en parler, et si ce qu'il a dit est avéré, les gouvernements auraient utilisé cela comme condition ou comme opportunité pour résoudre ce problème. Alors ici, on le met en prison parce qu'il a évoqué un phénomène qui de toute façon existe. Détournement de ressources publiques est un fait consubstantiel à la gestion administrative et politique au Sénégal. S'il a dit que les fonds destinés à la gestion des problèmes migratoires, ce sont ces fonds-là qui ont été détournés, il appartient au président, pas à ce niveau, mais en tout cas au gouvernement, d'apporter la preuve que cela n'a pas été le cas. Puisque si on rentre dans une logique, il n'a pas pointé quelqu'un concrètement pour dire que c'est une personne. Il a parlé dans le général. Et je n'arrête pas, comme d'autres acteurs le disent tout le temps, sur la gestion de nos ressources publiques par le gouvernement et tout ce qui tourne autour du gouvernement. Le gouvernement prend le contre-pied de cela en disant que c'est lui qui doit... il a là l'opportunité d'apporter les preuves la preuve de ces insinuations. La seule preuve qu'il peut apporter, ça se trouve déjà dans beaucoup de rapports, ça se trouve dans des documents de l'Union européenne, ça se trouve même dans les documents du gouvernement du Sénégal, consistant à dire les objectifs qui ont été poursuivis et financés par les fonds de l'Union européenne pour gérer les questions migratoires, n'ont pas été atteints. Si on a investi de l'argent, absolument, qui est largement partagé, d'ailleurs, période 2005-2019, projet et programme migratoire au Sénégal, une avalanche de financement pour des résultats mitigés. On parle de 200 milliards de francs CFA. Mais Mamoudou, même utiliser le terme mitigé dans ce rapport, c'est pour faire même la fleur. Ils ont été très gentils. Il n'y a presque pas de résultats parce que la façon de concevoir le résultat, l'une des faiblesses de nos politiques publiques, justement, c'est de ne pas toujours, ou en tout cas presque jamais, faire l'objet d'évaluation par des procédés pour voir si les résultats ont vraiment été atteints et qu'il y a eu des effets sur les populations. Ce n'est pas le cas. On a investi 200 milliards, comme le dit ce rapport. Et cette année, presque comme une sorte de pied de nez, c'est cette année qu'on a vu une recrudescence phénoménale de ce mouvement vers l'Europe, avec énormément de pertes en vies humaines. Si cet argent avait servi vraiment à résoudre des problèmes, il avait été investi dans les secteurs qu'il fallait, dans les créneaux porteurs pour les jeunes, il ne serait pas parti. Mais ce rapport va même plus loin en disant qu'il n'y a pas du tout de politique migratoire. Mais c'est ça le drame. Et tu vois, vous voyez, Mamoudou, la difficulté de la question migratoire entre nos États et l'Union européenne, c'est d'ailleurs
une des causes de malentendus structurels entre l'Union européenne et les pays africains. À chaque fois qu'il y a un sommet Europe-Afrique, et cela a commencé en l'année 2000 au Caire, le dernier sommet c'était 2017 à Abidjan. Alors il y a même probablement le prochain, c'était prévu cette année en 2020, octobre, à cause de la crise Covid, ça n'a pas été le cas. On le projette sur 2021. À chaque fois qu'il y a un sommet, un des éléments de divergence, c'est la question migratoire. Parce que les pays africains utilisent la question migratoire comme un moyen de chantage vis-à-vis de l'Union européenne. Chantage sur l'Union européenne. En leur disant, si vous ne nous donnez pas de l'argent pour gérer ça, nous laissons les gens partir parce que nous ne pouvons pas les retenir. Mais l'Union européenne aussi, à cause de ses problèmes politiques intérieurs, ouvre toujours le porte-monnaie, inonde de ces pays d'argent, et qu'aucun de ces pays n'a véritablement mis en place une véritable stratégie pour dire la question migratoire, ce n'est pas seulement le problème de l'Europe lorsque mes gens partiront. Un pays doit pouvoir dire dans quelles conditions ma population doit partir. Est-ce qu'elle doit partir? Si elle va, où va-t-elle? Qu'est-ce qu'elle va y chercher? Avec quels objectifs pour revenir quand? Cette approche consistant à dire, premièrement, je fais tout pour que ma jeunesse reste travailler chez moi, parce que je vais corriger les causes structurelles et profondes. D'ailleurs, dans tous ces rapports, vous voyez, on parlait de causes profondes de la migration, mais les causes profondes de la migration, c'est le manque d'emploi. Parmi les causes, en tout cas, c'est le manque d'emploi. Il n'y a pas d'emploi, pourquoi? Parce que les ressources naturelles de nos pays qui auraient dû être transformées par l'industrialisation pour donner du travail, ce n'est pas le cas. On ne l'a pas fait. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Et je vous donne juste un exemple qui concerne directement l'Union européenne et qui montre l'incohérence des politiques européennes, mais aussi l'incohérence de nos propres politiques. Et on se rend compte que les deux s'entendent, sont en phase dans cette approche. Effectivement, et c'est une sorte d'incohérence qui se chevauche, qui est une sorte articulée, puisque on dit les jeunes partent parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Mais tenez, Mamoudou, mettez ça en parallèle avec l'accord de pêche qui a été signé récemment pour l'Union européenne, qui est d'ailleurs là depuis longtemps, mais que renouvelle à chaque fois. L'Union européenne va donner au Sénégal combien? 10 milliards de francs CFA à peu près, pour 50 000 tonnes de thon. Qu'est-ce que notre président nous dit? On est bien placé, on doit leur donner ça, puisqu'on ne consomme pas le thon. Certes, lui ne le consomme pas, mais beaucoup le consomment. Mais même si on ne le consommait pas, la transformation structurelle dont il a parlé dans le plan Sénégal émergent et PAP 2A passe par l'utilisation des matières premières, leur transformation locale et l'exportation sur le marché européen ou ailleurs. Si on avait dit, nous n'avons pas besoin de votre argent, parce que c'est que 10 milliards, par contre, le thon pêché au Sénégal, idéalement par des bateaux sénégalais ou étrangers, mais devrait être débarqué au Sénégal, par nos industries, on les transformerait et on vendrait du thon transformé en conserve à l'Union européenne. Ça créerait beaucoup plus d'argent. Les 10 milliards seraient rien du tout par rapport à la masse financière que cela nous donnerait, et ces usines créeraient l'emploi. Ça, on corrigerait les causes profondes. Ce communiqué de l'UE dit que la publication de l'agenda européen en matière de migration en 2015 et le nouveau cadre de partenariat avec les pays tiers en matière de migration de juin 2016 ont permis à l'UE d'engager un dialogue intensifié avec le gouvernement du Sénégal sur les questions liées aux migrations. En juillet 2016, le Sénégal est devenu l'un des pays ou l'un des 5 pays prioritaires au cadre de partenariat. Au Sénégal, le Fonds fiduciaire d'urgence a permis l'opérationnalisation de ce partenariat à travers 18 programmes, dont 10 nationaux et 8 régionaux, pour un montant total de 198 millions d'euros, soit près de 130 milliards de francs CFA. Ici, on parle de 130 milliards et non de 200 milliards ou de 118 milliards comme l'a dit récemment Boubacar Sy. Votre commentaire? Oui, alors vous voyez, la différence sur le chiffre d'ailleurs tient seulement sur la durée. Puisque Boubacar Sy, en parlant de 200 milliards, et puis d'autres qu'on voit aussi dans le rapport Bol, on parle d'une séquence plus longue, de 2005 à 2019. Ici, la durée est plus courte. Mais l'Union européenne ne dit rien d'autre que de l'argent a été donné au Sénégal. Ce que Boubacar Sy et d'autres disent, eux, c'est cet argent a servi à quoi? Au moins la constante qu'il y a des milliards et beaucoup de milliards. Énormément de milliards. L'Union européenne, d'ailleurs, c'est une tendance globale à l'Union européenne. Depuis le sommet de la Valette sur les questions migratoires, avec ce consensus européen et aussi avec les pays africains sur cette question-là,
Beaucoup d'autres pays africains en ont bénéficié. Et c'est pourquoi j'ai parlé de cette sorte de chantage que les pays exercent. Vous allez au Mali, vous allez au Niger, au Bénin, au Burkina Faso, partout, ils ont cette stratégie consistant à aller chercher de l'argent dans les tiroirs de l'Union européenne pour financer la question migratoire et retenir les jeunes. Mais c'est toujours le même résultat, rien ne se passe. Et l'Union européenne, qui est aussi engluée dans ses propres contradictions, continue de donner de l'argent de la main gauche, après de la main droite va prendre les ressources de ces pays-là pour les transformer en Europe, et on reste dans le cercle vicieux de l'interdépendance asymétrique qui est totalement en désavantage de nos propres pays et qui malheureusement crée ce genre de situation. Donc je crois que par quelque bout qu'on le prend, il faut qu'on comprenne que Boubacar Sèye n'a pas sa place en prison, il n'a rien dit qui mérite qu'on l'ait arrêté. Si le gouvernement l'a fait pour faire peur aux autres et faire en sorte que les activistes ne parlent plus, la responsabilité lui incombe. Parce que si le gouvernement avait dit avant toutes ces informations que le gouvernement a reçu de l'argent, c'est-à-dire une communication proactive du gouvernement plutôt que réactive, annoncer l'argent reçu, les secteurs dans lesquels cet argent a été investi, et faire l'évaluation pour présenter des résultats aux Sénégalais. Si cela avait été fait, il n'y aurait pas eu ce genre de problème. Et évidemment, comme vous dites, si ce n'est pas fait, c'est parce qu'il n'y a pas une politique migratoire du Sénégal, et on est plutôt dans le tâtonnement et puis la fuite en avant dans beaucoup de domaines. Pour vous donc, c'est le gouvernement du Sénégal et l'Union européenne qui doivent des explications à leurs opinions respectives. Plus à l'opinion sénégalaise, parce que l'Union européenne donne des informations à son opinion. La démocratie est bien respectée chez eux. Puisque si vous allez sur le site de l'Union européenne, si vous regardez le travail entre la Commission, le Conseil européen, le Parlement européen et le Conseil économique et social, il n'y a rien que l'un fait sans informer l'autre. Pourquoi pas ici? Mais parce que justement, on est dans des démocraties infantilisées où le gouvernement se pense ne pas devoir se rabaisser à ce niveau où on doit informer. Souvent d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils ne doivent rien à la population du fait d'une sorte de conception de la démocratie primaire qu'ils ont appris dans leur parti ou depuis longtemps d'ailleurs sur comment un gouvernement doit être. Parce que la gouvernance postmoderne doit être transparente et ouverte. Cette recommandation que j'ai relevée dans le fameux rapport Heinrich Böll, il faut créer un ministère chargé des questions migratoires au Sénégal. Je ne sais pas si cette réponse institutionnelle qui sera la plus pertinente, pas forcément un ministère, mais au moins avoir une politique d'abord. Parce que la politique en matière de migration, c'est dans la configuration de cette politique qu'on va voir quel est l'instrument institutionnel qui sera le plus approprié. Si c'est un ministère, ce sera le cas. Si c'est un conseil ou une commission, ce sera le cas. Ou bien simplement une direction avec des attributs et des pouvoirs et des moyens conséquents dans un autre ministère. Il appartiendra après dans cette politique-là de faire. Mais tant qu'on n'aura pas la politique en matière de migration qui doit être un processus multi-acteurs, ouvert, inclusif, qui crée une discussion avec tout le monde pour déboucher sur cette vision à long terme, sur les moyens à atteindre cela, et puis les actions et les ressources à mobiliser pour le financer, on va toujours tourner en rond. Je ne dirais pas non à un ministère, mais je pense que l'approche devrait d'abord être d'avoir une bonne politique, une vision gouvernementale, avant de déterminer l'institution qui va piloter. La migration, ou plutôt la corruption bureaucratique au Sénégal, trajectoire, ressort et représentation populaire, c'est le titre de votre livre publié il y a 2 ans, cela fait exactement 2 ans. C'est l'anniversaire, vous avez été bien inspiré de... L'anniversaire de l'apparition de ce livre. Alors, vous dites quand même dans votre avant-propos, ce livre n'est pas une réponse, il ouvre le débat. Pourquoi le phénomène de la corruption est si difficile à cerner et donc à solutionner? Oui, parce que d'abord, c'est un phénomène consubstantiel à la société humaine. Il n'y en a pas de société sans corruption. Si on considère bien sûr d'ailleurs le complexe de corruption, parce que c'est de cela que je parle dans le livre, j'ai une approche plus sociologique que juridique ou autre. Et parler de complexe de la corruption, c'est parler de la gestion des ressources publiques en termes de gestion vertueuse ou pas, de détournement, etc. Mais c'est aussi de toutes les autres formes d'utilisation d'un pouvoir public à des fins privées et privatives. Si vous utilisez votre pouvoir pour donner de l'emploi à quelqu'un qui n'y a pas droit, vous êtes aussi dans le registre. Les juristes l'appelleraient autrement. Mais dans le complexe de corruption, dans cette approche socio-anthropologique, vous l'avez aussi dans ce champ de la corruption. Donc c'est un concept polysémique qui est complexe. Et même depuis l'Antiquité, les philosophes les premiers avaient parlé
de santé morale quand il parlait de corruption. Parce que le terme même corruption vient du latin, qui s'appelle corrompere. Et ça renvoie à un état de putréfaction, de pourrissement. Corrompere renvoie au pourrissement. C'est comme si la santé morale de la société était dégradée et que les gens finalement ne respectaient plus les lois, les principes moraux qui demandent de ne pas voler l'argent et le bien public, et que les gens finissaient par faire ce qu'ils veulent. Lorsque les États modernes sont arrivés, on a essayé de mettre en place des mécanismes et des cadres pour justement éviter cela et les combattre. Il y a des pays qui ont réussi et d'autres, malheureusement, les pays africains, ce qui est lié à notre trajectoire institutionnelle de nos États. L'État colonial qui utilisait beaucoup la corruption parce qu'ils pensaient qu'en Afrique, ils pouvaient tout se permettre, d'acheter les gens, d'avoir des relais qu'ils finançaient, etc. L'essentiel pour eux était d'être efficaces et d'obtenir leurs résultats, peu importe par quoi ils passaient. Et l'État postcolonial n'a fait qu'utiliser les mêmes leviers de la corruption, du clientélisme politique qui mène aussi à la corruption. Parce que lorsqu'on se donne un cercle, une clique d'acteurs locaux, et même en utilisant le pouvoir maraboutique, en finançant pour dire je veux utiliser, avoir ça ou ça, on a laissé se perpétuer ce système qui n'a pas permis, parce que c'est une longue trajectoire jusqu'à maintenant, de créer un espace de citoyenneté où à la fois les citoyens seraient assez outillés, conscients pour refuser la corruption parce que sachant qu'elle est totalement négative et nocive, mais également avoir des institutions qui seraient assez séparées, équilibrées, qui pourraient se contrôler les uns les autres pour pouvoir aussi éviter la corruption. Donc on est dans un flou où ni l'aspect citoyen n'est fort, ni les institutions ne sont fortes. Et lorsque on a ce schéma-là, la politique s'engouffre. Parce que la politique est toujours dans son espace propre de manipulation pour atteindre les objectifs, quels que soient les moyens qu'on utilise. Et donc quand les acteurs politiques nationaux voient que le système est configuré comme cela, ils en profitent. Qu'est-ce qu'on entend? Quand quelqu'un est dans l'opposition, il fait un énorme diagnostic, parfait. C'était le cas du président Wade et même au-delà. Lorsqu'il arrive pour dire la corruption est systémique, je suis bien décidé à la combattre, il arrive, il fait la même chose. Si vous regardez Yoonu Yokkute, vous voyez aussi cet engagement à combattre la corruption. Vous voyez, lorsqu'il est arrivé en 2012, et que je dis d'ailleurs dans le livre qu'il avait des leviers qu'aucun autre président n'avait. Il avait c'était tout le travail qu'avaient fait les assises nationales, remarquable, sur le diagnostic, mais aussi sur les recommandations pour lutter contre la corruption. C'était disponible et pour lui. Il avait une population avec tout le combat du M23 et autres. L'opinion publique était préparée à toutes les réformes et les changements pour ne plus que la corruption soit de rigueur et de règle ici. Lorsqu'il est arrivé, il a posé des actes qui étaient relativement bons. Le premier, c'est la création de l'OFNAC. Dès décembre 2012, il met en place l'OFNAC. Et l'OFNAC avait tous les moyens, parce que l'OFNAC était un projet de 99 que le président Wade n'a pas voulu prendre. Le président Macky Sall le ressuscite, avec tous les pouvoirs. Mais sur lui-même, malheureusement, après la sortie du premier rapport de l'OFNAC en 2016, qu'il a plombé et l'a vidé de sa substance, parce qu'il a posé des actes plus que dire. Quand l'OFNAC a épinglé des gens qui étaient dans son régime, avec des enquêtes, 320 dossiers enquêtés, on a ouvert une enquête, un juge a été saisi, qui a sorti des mandats de dépôt contre des gens connus de son régime. Avant même qu'on ait le temps d'aller les chercher, il a nommé l'un d'entre eux à une fonction comme président d'une commission, etc., etc. La corruption, un vieux serpent de mer, et vous pensez que si nous parlons d'aujourd'hui, que le régime actuel n'a pas réussi aussi non plus à la combattre? Il n'a pas beaucoup de volonté d'ailleurs. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, ils ont dit business as usual, c'est-à-dire ils sont tellement empêtrés dans les calculs politiciens qu'ils laissent les choses se dérouler comme elles sont. Et lorsque vous arrivez à ce niveau, vous utilisez finalement la corruption comme un instrument de gouvernance. Alors que c'était tout le contraire que le président Macky Sall avait proposé aux Sénégalais. Et aujourd'hui, il laisse dérouler. Et les institutions habilitées à combattre la corruption, il les affaiblit. Et il laisse son système se reproduire quasiment à l'identique de tous les autres. Cher Tidiane Dièye, il nous reste quelques minutes. On va vraiment parler de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. 54 pays africains sur 55 l'ont signé, 34 l'ont ratifié. Ce commentaire de Mohamedou Issoufou, le 31 décembre dernier, lui qui cède son fauteuil parce qu'il ne se présente pas
pour un bon troisième mandat. Il s'en tient aux deux mandats comme prescrit par la constitution nigérienne. Il dit, avec la ZLECAf, nous mettons fin à une histoire de 134 ans de balkanisation de notre continent. Nous sortons par le haut de 84 000 kilomètres de frontières, ces frontières qui sont autant des murs qui séparent les Africains des Africains. Absolument. Oui, la ZLECAf. Oui, une bonne nouvelle pour le continent africain. Je suis un farouche souteneur de la zone de libre-échange continentale. Je suis impliqué dans le processus de négociation, comme je l'étais dans l'APE, comme je le suis encore dans l'Organisation mondiale du commerce, étant membre de la délégation nationale du Sénégal. Et je suis donc bien placé pour voir où se trouvent les faiblesses structurelles de l'Afrique dans la gouvernance économique mondiale, notamment dans le commerce. Nous sommes très faibles à l'OMC parce que nous sommes extrêmement divisés, même si nous sommes le groupe majoritaire à l'Organisation mondiale du commerce. Nous négocions à rebours, nous ne prenons pas les bonnes décisions et nous sommes facilement divisables et ne poursuivons pas nos intérêts stratégiques. Qu'est-ce que la zone de libre-échange continentale nous offre comme réponse? À part le fait que, d'ailleurs, beaucoup disent, oui, mais ça arrive d'où? Mais ça arrive de loin. Ça ne tombe pas du jour au lendemain. C'est un élément de l'agenda d'intégration de l'Afrique depuis le traité d'Abuja qui disait, nous devrions avoir, autour d'ailleurs de 2017-2018, une zone de libre-échange continentale qui devrait aller vers, après, une union douanière, un marché économique, etc., plus tard une union monétaire. La zone de libre-échange continentale, premièrement, nous donne une réponse à ce que les autres font hors de l'Afrique. Toutes les grandes puissances s'organisent, créent même des méga-accords commerciaux régionaux entre eux. L'Afrique était à la traîne. Cet accord nous donne une zone de libre-échange à l'intérieur du continent où 90% des échanges du continent seront libéralisés dans les 5 premières années. Qu'est-ce que ça donne comme avantage aux entreprises? Si vous ouvrez votre entreprise au Sénégal, vous créez vos produits pour le marché, non pas des 16 millions du Sénégal, non pas seulement des 380 millions de l'Afrique de l'Ouest, mais pour plus de 1,2 milliard du continent africain. Et lorsque vous exportez dans ces pays, vous ne payez pas de droits de douane. Qu'est-ce que ça vous donne comme avantage? Votre produit peut gagner en compétitivité par rapport aux produits d'un autre pays du monde qui viendrait vendre sur l'Afrique. Parce que le marché africain n'était pas le marché des Africains. Ce sont les entreprises occidentales et autres qui venaient vendre chez nous. Mais justement, c'est d'où ces réserves ou ces appréhensions de certains de nos compatriotes. Mohamedou Kamara qui dit, dites-nous quel est l'avenir des communautés économiques africaines avec l'entrée en vigueur de la ZLECA. L'Afrique est-elle vraiment prête pour une zone de libre-échange continentale? Donald Sladjoum qui dit presque la même chose. Est-ce que les Africains et nos dirigeants sont vraiment prêts à avoir un accord de libre-échange comme l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain? Si oui, quels en sont les avantages du fait que la Chine, il ajoute, domine aujourd'hui l'Afrique? Oui, bien sûr. Très rapidement. Mais oui. En fait, tant qu'on restera à se demander si on est prêt, on ne le sera jamais. Donc il faut y aller. L'enjeu, c'est de dire l'industrialisation par le commerce est possible. Il y a même des experts qui ne comprennent pas à ce niveau-là, qui disent nous n'avons pas de capacité productive parce que nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas d'industrie, nous ne pouvons rien vendre, ce qui est faux. Le Sénégal exporte près de 40% de ses produits industriels dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Alors si on ouvre un marché, ça crée des incitations pour l'industrialisation. Parce que Mamoudou, si on me dit je peux vendre beaucoup dans le marché à côté, je peux produire dans ce cas-là. Donc on m'incite à investir. Et la chose qui est intéressante, c'est que les multinationales qui voudraient profiter de la ZLECAf et du marché africain ne peuvent plus produire à l'extérieur. Elles sont obligées de venir s'installer en Afrique, d'investir leur argent et de respecter les règles d'origine. C'est-à-dire, si vous exportez au Cameroun et que votre produit n'est pas composé de près de 70% de matières originaires d'Afrique, vous ne bénéficiez pas de la ZLECAf. Il faut que vous donniez la preuve que c'est un produit africain. Alors ça, c'est quand même bénéfice pour les entreprises, pas seulement pour les chercheurs qui souvent critiquent les choses. Pour ça, les entreprises, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est elles qui sont dans l'économie réelle, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi. Alors, juste un petit exemple. On est dans une période de pandémie. Je suis une entreprise sénégalaise, camerounaise ou guinéenne. Je fais des masques. Quelle possibilité m'offre la ZLECAf? Pour illustrer. Le marché est ouvert, vous vendez partout vos masques, vous ne payez pas de droits de douane. Alors que si des masques viennent de Chine ou de Turquie ou ailleurs, eux payent des droits de douane.
Vous gagnez en compétitivité et vous pouvez l'étendre sur d'autres marchés. L'enjeu maintenant, c'est d'avoir la capacité de produire des masques. Mais ça, il appartient à nos États d'appuyer notre secteur privé, de créer les conditions environnementales, business plan, affaires, environnement des affaires, pour pouvoir soutenir le secteur privé à produire ce qu'il faut. Veillez quand même à ce que vos masques soient de bonne qualité, n'est-ce pas? On va terminer, mais vraiment en 2 minutes parce que le temps est complètement épuisé. C'est les questions politiques. D'abord, des experts étrangers pour auditer le fichier électoral au Sénégal. Vous en pensez quoi? Oui, c'est une demande apparemment de l'opposition et que tout le monde semble d'accord et qu'on est en train maintenant de faire ce travail. Il y a l'évaluation et l'audit qui sont 2 choses différentes. Je voudrais saisir cette occasion pour lancer ce message. Nous sommes en 2021. Les mandats des autorités locales sont terminés. On n'a pas du gouvernement une approche claire consistant à nous dire on aura des élections en 2020. Il est complètement brouillé et il n'appartient pas à un président de la République de déterminer le calendrier électoral. C'est quelque chose de sacré. De fin 2021. Il faut que ça se tienne au plus tard cette année. Si c'est en fin 2021, ce serait pas mal. Mais en tout cas, ça doit se tenir. Peu importe ce qu'on fera sur le fichier, ça, l'opposition devra faire son travail pour regarder, argumenter et autres, mais qu'on respecte le processus électoral. Mais avec des législatives aussi prévues en 2024. L'enjeu de 2022 est présidentiel en 2024. Mais est-ce que ce manque de visibilité ne risque pas complètement de chambouler le calendrier électoral? C'est la faute du gouvernement, c'est la faute du président. Simplement, l'appel que je lance, c'est qu'il faudrait qu'il prenne toutes ses responsabilités pour que ce mandat qui a déjà expiré des maires et de tous les autres, qu'il soit changé. Parce que c'est une question constitutionnelle et de légitimité de ceux qui sont dépositaires des mandats du peuple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire les élections en 2021 locales. En 2022, il est impératif que les législatives se tiennent. Et il ne faut absolument pas songer de quelque manière que ce soit de changer la date de 2024 pour l'élection présidentielle. Donc il faut respecter ce qui est devant nous pour aller à des élections et donner au peuple sénégalais la liberté de reprendre son pouvoir et d'affecter les attributs, les attributions et les pouvoirs à tous ceux qu'ils auront choisi de confier les destinées du pays. Je rappelle quand même, Cheikh Tidiane Dièye, que vous aviez soutenu le candidat Ousmane Sonko lors de la présidentielle de 2019. Elimane Wade qui vous challenge en vous demandant à quand la nouvelle coalition des opposants à Benno Tassi Yakar. Ce sont ses propos. Moi, je dirais simplement Benno Bokk Yakaar. Oui, mon point de vue sur les coalitions, c'est que les coalitions attendront probablement les périodes électorales. Mais ce qui est constant, c'est que l'opposition s'unira ou périra. Elle n'a pas d'autre alternative. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a des efforts et des initiatives en cours, je ne peux rien dévoiler maintenant, mais certainement vous en saurez quelque chose très prochainement, où l'opposition et les citoyens qui sont animés du même esprit de faire face pour arrêter cette spirale d'une démocratie, d'une prise au piège, infantilisée et d'une dictature rampante soit stoppée. Donc le rassemblement de l'opposition, c'est pour très bientôt, mais ce sera l'opposition plus aussi beaucoup d'acteurs citoyens de la société civile et d'autres pour remettre la démocratie à l'endroit et les libertés publiques qui sont aujourd'hui beaucoup bafouées par le président Macky Sall. Vous êtes toujours engagé aux côtés d'Ousmane Sonko? On était en coalition pour une élection présidentielle. Notre plateforme est souveraine et indépendante. Nous avons les mêmes ambitions que n'importe quelle autre organisation. Nous irons à toute élection en appréciant. Coalition ou individuellement, il se pourrait qu'on ait notre candidat en 2024. Est-ce que ce sera notre candidat de la coalition, moi-même ou un autre qui serait choisi? Pourquoi pas? Tout est ouvert jusqu'en 2024. Que vous soyez candidat en 2024? La plateforme Avenir a l'ambition, dès sa création, de dire nous serons à toutes les élections, nous aurons nos candidats et pourquoi pas? Tout est ouvert. Très bien. Merci, Cheikh Tidiane Dièye. Merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la plateforme Avenir Sénégal bu ñu bëgg. Vous êtes aussi le directeur exécutif du Centre africain. Aidez-moi un peu. Pour le commerce, l'intégration et le développement. Parfait. C'est un think tank. Voilà. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter ce jury du dimanche iRadio ITV, mais aussi iMédia SN avec Babacar Fall pour le texte et Pape Doudou Diallo pour la photo. À la technique, Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndiaye, Ibamar Sen et tous les autres réseaux sociaux. Biram Pouy, Mamadou Diagne, bon dimanche. Rendez-vous dimanche prochain.